entreprises dans l'économie de demain. Je suis Mathieu Hetzer, président du CJD. Le CJD, c'est le plus ancien mouvement patronal de France. C'est à la fois l'école du dirigeant, c'est un action tank, et c'est surtout et avant tout un mouvement profondément militant. La raison d'agir du CJD, c'est de mettre l'économie au service du vivant. Et au sujet d'économie, depuis le début du 19e siècle, depuis le début de l'ère industrielle, les entreprises fonctionnent sur un schéma assez récurrent. Quête de performance, quête de croissance, dans un système globalement capitaliste. Aujourd'hui, quand on écoute l'actu, il y a des sujets récurrents qui reviennent. Alors je ne vais pas vous faire toute la liste parce qu'elle est assez catastrophique. Pollution de l'eau, effondrement de la biodiversité, artificialisation des terres, qualité de l'air, raréfaction des ressources naturelles, etc. Inégalité, précarité sociale aussi, transformation des modes de consommation, fin de l'énergie bon marché, innovation technologique et risque de cybersécurité, difficultés de recrutement, défiance démocratique. Donc la liste, elle est longue. Au-delà même du sujet planète, il y a tout un ensemble de travaux de prospective qui nous indiquent aujourd'hui que les crises que nous connaissons actuellement, elles vont avoir tendance à s'installer, à se répéter, à s'intensifier même dans les prochaines décennies. Alors, il faut qu'on se dise les choses clairement, les PME vont avoir intérêt à être prêtes à tout ça. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'a priori, on est tous conscients de ça. La situation, elle est claire. Les entreprises, elles sont exposées aujourd'hui à de nombreuses incertitudes qui mettent en péril leur pérennité. Et pourtant, elles continuent globalement à avancer de la même façon. Donc on sait qu'on va dans le mur, mais on continue sur la même route. Il y a une citation qui est attribuée à Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose de la même façon et de s'attendre à un résultat différent. Donc ce qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer d'imaginer comment nous pourrions faire les choses différemment pour l'avenir. Est-ce que ce n'est pas le moment de transformer les entreprises pour permettre d'être plus robustes et soutenables dans le monde incertain qui nous attend? Subir, c'est se conformer. Agir, c'est se transformer. Parce que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur conscient, je pense qu'on a la responsabilité d'agir. Au-delà de la survie de nos entreprises, ce qui est a priori déjà une bonne chose, donc au-delà de leur survie, les entreprises, elles ont une responsabilité. Une responsabilité parce qu'elles ont une influence sur les modes de consommation. Mais elles ont aussi un impact positif ou négatif sur la société et sur l'environnement. On a donc la responsabilité de transformer nos modèles, transformer nos entreprises, pour leur survie d'abord, mais aussi pour l'impact que ça aura sur nos écosystèmes. Se transformer pour créer une entreprise soutenable et résiliente, ok, super, c'est la théorie. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on fait? Comment on se met en mouvement? C'est justement ce qu'on va traiter aujourd'hui. Et pour ça, on va s'appuyer sur une directive européenne qui s'appelle la CSRD, dont il a été question plusieurs fois déjà ce matin. La CSRD, qui connaît déjà cette norme? Qui connaît un peu les détails de la norme? Ok, très bien. Donc la CSRD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle réglementation qui encadre de manière contraignante le reporting de l'impact extra-financier de l'entreprise. Donc je vais vous le dire autrement, parce que c'est une révolution dans le monde de la compta. La directive, elle invite à donner la même importance à des critères extra-financiers qu'à la compta classique, qu'à la compta chiffrée. Et c'est pour ça qu'au CJD, on a salué cette innovation grâce à une tribune qui est parue dans Le Monde. Donc, certains d'entre vous connaissent déjà la directive. Est-ce que certains sont déjà concernés par cette directive ici? Une personne. Ok, très bien. Alors, le sujet de la conf, c'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas concernées à la base. Donc, vous allez prendre le train en marche, c'est très bien. Le but, c'est effectivement de vous permettre de prendre conscience que même sans être concerné directement aujourd'hui, vous avez tout intérêt à vous intéresser à la CSRD. Parce que ce sujet va vous permettre de comprendre, de vous mettre en action pour débuter la transformation de modèle. De toute contrainte naissent des opportunités. Et la CSRD, c'est vraiment une super contrainte, donc une super opportunité de se mettre en mouvement. Contraintes, on a parlé de contraintes, on a parlé de crise globale, écologique, de difficultés RH, etc.
Là, je vous parle de transformation, mais j'aimerais qu'on en parle de façon optimiste, avec enthousiasme, avec sérénité. Parce qu'en prenant ce coup d'avance, ça vous permettra d'être beaucoup plus serein sur ce qui va se présenter. Pour m'aider à tenir la promesse forte qu'on a dans le titre de ce temps d'échange, parce que c'est un temps d'échange, je suis accompagné aujourd'hui d'Alexandre Rambaud, qui est maître de conférence à AgroParisTech CIRED, co-directeur de la chaire de la comptabilité écologique et chercheur associé à Paris-Dauphine. Merci d'être avec nous, Alexandre. Je suis accompagné de Yolande Blondet, entrepreneuse et membre du comité de pilotage performance globale au sein du CJD, fondatrice de Texonova. Et je suis accompagné de Patrick Godard, membre du CJD, expert comptable spécialiste dans l'accompagnement des entreprises vers une transformation systémique durable. Je vous propose qu'on commence par laisser la parole à Alexandre, qui va nous expliquer de quoi on parle quand on parle de CSRD. D'où est-ce que ça vient, comment ça marche, etc. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à parler de ce sujet extrêmement important aujourd'hui, comme ça a été rappelé largement. Donc derrière la CSRD, comme il a été dit, comme vous le savez, donc directive européenne, qui vient, pas comme ça d'un seul coup, qui vient en fait déjà d'une directive précédente qui était NFRD, Non-Financial Reporting Directive, et qui vient elle-même en fait d'un certain nombre de travaux, de réflexions dans le champ de la comptabilité et du reporting extra-financier qui existe depuis à peu près une cinquantaine d'années. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un champ neuf. Et ça a permis de savoir un peu les directions à prendre, de comprendre les controverses, qu'il y a énormément de controverses. Et comme vous le savez peut-être, il y a des initiatives concurrentes au niveau international, notamment les normes de l'ISSB, de l'International Sustainability Standard Board, qui ont fait le choix en fait d'aller dans une orientation différente de celle de la CSRD. Donc il y a des controverses. Et justement, ça qui est intéressant, c'est de voir en fait que l'Union européenne a fait des choix, et des choix pour emmener l'économie dans un certain sens, et justement pour emmener l'économie à travers les organisations. C'est-à-dire que véritablement, il faut comprendre que la CSRD vient donc de débats de fond historiques, vient de choix par rapport à des controverses, dans une volonté de rendre opérationnels ces débats au niveau des organisations, dans une vision en fait de transformation de l'économie. C'est un des volets centraux du Green Deal. Donc le Green Deal, le plan d'action européen pour justement le verdissement de l'économie. Et il y a plusieurs réglementations et CSRD est un des blocs en fait les plus importants dedans. Alors dans la CSRD, on a les normes de reporting elles-mêmes, les ESRS, les European Sustainability Reporting Standards, qui sont décomposées en fait en différentes thématiques, des thématiques environnementales, sociales, de gouvernance, et ce qu'on peut appeler un début de cadre conceptuel en comptabilité, c'est-à-dire des thématiques on va dire génériques, qui permettent en fait de savoir de quoi on parle, et je vais y revenir. Alors, ce qui est très important par rapport à la thématique d'aujourd'hui sur l'opérationnalisation, sur la vision stratégique pour l'économie et pour tous les acteurs de l'économie, et à commencer par les PME, c'est finalement quelle est l'orientation justement de la CSRD, à quoi ça sert véritablement. Je vais prendre un premier exemple dont on a commencé à entendre parler et faire un peu de publicité. J'avais fait une tribune pour Novetic sur ce sujet, c'est la question du salaire décent. Donc, un certain nombre d'entreprises commencent à remettre au goût du jour la question du salaire décent, avec l'interrogation sur mais c'est quoi un salaire ? Pourquoi et comment en fait on rétribue le travail ? Jusqu'à présent, et en lien d'ailleurs à ce qui a été dit sur les théories qui viennent du 19e, sur l'économie, l'entreprise, etc., le travail en fait était mis en adéquation avec la productivité. La question du salaire décent, qui est une vieille question, en fait, dit mais non, en fait, il faut inverser les choses. C'est si on embauche une personne, il faut que cette personne puisse avoir un travail décent, avec une rémunération décente, et à partir de là, elle pourra être productive. Donc, ce n'est pas du tout la même logique. Et pourquoi je parle de ça ? C'est parce que justement, CSRD impose déjà la prise en compte d'un reporting sur le salaire décent et les politiques associées. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que justement, CSRD est en train de mettre en place donc une autre conception de la façon de se représenter la rémunération
des salariés, et sur cette base donc, du salaire décent et de tout ce qui est associé, avec une interrogation qui est comment on estime ça, et donc une mise en adéquation avec des travaux internationaux, comme les travaux de l'ONG Living Wage. On a en France la chance d'avoir l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale qui structure en fait régulièrement justement ce qu'est un salaire décent. Donc ça, c'est un exemple en fait, d'un premier point d'ancrage qui permet de voir que voilà, on a une porte d'entrée avec CSRD vers des interrogations profondes sur la compréhension de ce qu'est la rémunération et comment on peut repenser ça. Et donc en fait, ça va être une aide dans l'accompagnement d'une autre réflexion sur le modèle d'affaires. Autre exemple, sur par exemple le carbone. Donc les questions climatiques, qui sont évidemment questions très prégnantes à l'heure actuelle, même si ce n'est largement pas le seul volet. En fait, il y a un certain nombre d'autres thématiques largement environnementales dans ces CSRD. Mais sur le climat, ce qui est intéressant, c'est que dans les politiques climatiques privées pour l'instant, on est surtout sur du bilan carbone. Et à partir de là, quelques solutions, souvent ce qu'on appelle end of pipe, c'est-à-dire on change à la fin du tuyau. Et ce qui se passe, c'est que, par exemple, un bilan carbone n'est souvent pas connecté en fait, au contrôle de gestion, véritablement aux indicateurs utilisés par les entreprises. Et deux, la question du rapport à la science est très limitée. C'est-à-dire qu'un bilan carbone seul, on ne peut pas savoir si on est raccord avec l'accord de Paris. Ce que CSRD va faire, c'est de mettre en place en fait, tout un dispositif pour expliquer aux entreprises concrètement comment dépasser le bilan carbone pour avoir une stratégie climatique qui soit raccord avec l'accord de Paris et qui puisse être compréhensible par le contrôle de gestion et après, en fait, par tout le management de l'entreprise. Et donc ça, c'est une illustration de comment en fait, se saisir de CSRD. Ce n'est pas simplement de la compliance. C'est vraiment prendre comme des guidelines qui permettent de savoir le type d'indicateur à aller chercher, le type de stratégie à adopter et comment orienter les choses. Et alors, on arrive là, et je vais terminer là-dessus, sur la raison d'être finalement de CSRD. CSRD, c'est vraiment, même si on garde le terme reporting, on arrive sur de la vraie comptabilité. La comptabilité, c'est le langage des organisations, c'est ce qui structure le modèle d'affaires. Les plans comptables historiques, ils ont été là pour donner en fait un cadre, des conventions, pour savoir de quoi on parle quand on parle d'une organisation. CSRD, c'est exactement ça. Ça pose pour la première fois les conventions sur qu'est-ce que la durabilité dans une entreprise. C'est ce qu'on appelle le cadre conceptuel, justement. Et ensuite, comment avoir des orientations claires qui soient compréhensibles par tous les acteurs de l'entreprise sur comment on s'en saisit. Donc là, on est au début, justement, de la première fois qu'on pose en fait un cadre sur ce qu'on peut appeler des normes de gestion. Et là, je reprends le terme vraiment européen. CSRD, c'est des normes de gestion, de management. Merci Alexandre. Donc tu l'as dit, la CSRD finalement c'est une aide pour accompagner la création d'un autre modèle d'affaires. C'est très technique. On va rentrer plutôt dans le côté concret avec Yolande et Patrick. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on pourrait utiliser ce levier pour pérenniser l'entreprise et garder un coup d'avance sur l'économie de demain? Oui, on peut faire ça. Super, merci. Avec Patrick, là, ça m'arrange parce que sinon on aurait quand même été dans la... Non, on avait promis que l'on ne jargonnerait pas et que nous prendrions de la distance, et il faut en prendre sur la technique, parce que c'est véritablement le sens de ce texte qui est décisif et non pas la technique, qui certes fait aussi beaucoup causer, mais ça ne va pas être notre objet aujourd'hui. Moi, j'ai envie de reprendre la suite des propos d'Alexandre. C'est vraiment... ça s'apparente à un acte de communication, un reporting, et en fait, c'est presque tout sauf ça. C'est grâce à l'acte de communication que l'Union européenne et de l'EFRAG a utilisé la contrainte de communication pour en faire un véritable outil de transformation de la stratégie et donc des entreprises. Et donc, c'est bien un référentiel normatif, donc à cette puissance-là, qui concerne les grandes entreprises, et qui va aussi concerner toutes les entreprises par ruissellement, toutes celles qui sont dans la chaîne de la valeur de chacune. Donc dès que vous avez un client qui est un grand compte, vous allez ou vous êtes déjà concerné si votre grand compte ça commence déjà à se prendre en main. Donc ça a véritablement un impact sur toutes les PME et sur tout l'écosystème. Et c'est l'objectif.
véritablement, ce n'est pas un référentiel de plus, c'est véritablement une colonne vertébrale qui dit comment rendre compte et qui, en arrière-plan, vient soutenir la démarche RSE, ESG de l'entreprise. Et quand elle n'en a pas, ça l'oblige, peut-être pas la première année, mais enfin ça l'oblige véritablement à se lancer dans cette démarche RSE. Donc c'est contraignant aussi dans ce sens-là. Ça oblige à faire bouger les lignes et ça remonte directement, si ce n'est à la direction générale, en tout cas au top management. Ce référentiel, il est largement compatible avec tous les labels, etc. Ce n'est pas une strate en plus. Il a été construit sur la base de l'architecture de l'ISO 26000, tout comme tous les labels Lucie, Engagé RSE, Bicorp, etc. Donc on n'est pas en train de dire on remet à zéro et on repart et on a fait tout ça pour rien, etc. Donc on est vraiment dans une puissance qui vient s'ajouter. On pourrait compléter pour faire comprendre l'impact et la puissance du projet, mais maintenant du dispositif pour toutes les entreprises concernées, même s'il n'y en a a priori qu'une seule dans la salle, mais c'est bien important de comprendre quel est votre environnement et votre écosystème. C'est que depuis les années 2019 avec la loi Pacte et puis ensuite 2021, etc., il y a eu de nombreux autres dispositifs dans le cadre du Green Deal qui ont contraint l'ensemble des entreprises du domaine de la finance et des assurances à introduire des critères. Donc en fait, on a préparé le terrain avant que la CSRD n'arrive. Et aujourd'hui, une entreprise, une ETI concernée ou une grosse PME concernée par la CSRD elle va être véritablement poussée à se mettre en œuvre parce que si elle veut continuer à avoir des financements, pouvoir trouver un assureur qui ne lui fait pas des surprimes ou encore accéder aux appels d'offres, elle doit s'y mettre. Donc c'est véritablement un dispositif systémique qui a été conçu pour un sujet systémique d'ailleurs. Je pourrais dire en complément que, toujours sans rentrer dans la technique, c'est un exercice, hein, en 5 minutes, parler de la CSRD sans rentrer dans la technique. C'est véritablement une approche globale. Alors, potentiellement, si les slides peuvent avancer, ça pourra aider aussi à comprendre, mais voilà, encore après, voilà, ici, c'est parfait. Donc, c'est véritablement concevoir la stratégie, la conduite d'une entreprise avec une approche globale. C'est-à-dire que c'est aller solliciter quelle est la raison d'être et la stratégie de l'entreprise. C'est aller demander par la fameuse analyse de double matérialité, aller demander de regarder quels sont pour l'entreprise ses impacts, ses risques et ses opportunités, tant sur l'environnement que l'environnement et l'écosystème sur l'entreprise. Donc c'est pas neutre parce que je dirais que si on a un bon risque manager dans l'entreprise, il est habitué à avoir une grille d'analyse de risque avec fréquence, gravité, etc. C'est sur cette base-là, mais un petit cran au-dessus. Mais c'est tout simplement quand même sur cette base-là. Donc on s'appuie quand même sur des fondamentaux qu'on trouve dans les écoles de commerce, etc. Je dirais un des éléments les plus importants et qui seront peut-être plus transformateurs en termes de culture d'entreprise, ça amène à aller solliciter les parties prenantes. À minimum, écouter, alors questionner à distance, écouter, dialoguer, voire co-construire. Tout ça, c'est nouveau pour bon nombre d'entreprises. Et si vous êtes dans la chaîne de la valeur, vous êtes partie prenante, donc vous allez normalement de plus en plus, parfois vous auriez été demandeur de ce dialogue, et bien là, de plus en plus, ce dialogue va être possible. D'autant plus si vous êtes considéré comme une partie prenante importante pour l'entreprise. Et puis, en fait, il y a un dispositif d'itération au vu des éléments apportés par les parties prenantes, que ce soit internes ou externes, de l'analyse de matérialité et des éléments de stratégie. Et bien, cette fameuse stratégie va être amenée à évoluer et progressivement à évoluer. Et Alexandre l'a dit, et je pense que Patrick va largement le développer, va évoluer pour pousser à faire bouger les modèles d'affaires. Donc c'est les nouveaux modèles économiques, ça c'est amené à pousser à cette réflexion-là.
Ça, c'est le contexte global pour vous donner le cadre de ce que ça va représenter pour les entreprises concernées. Pour toutes celles qui ne sont pas dans le périmètre, on l'a dit, on est concerné, soit par la force des choses, soit par choix, pour arriver à comprendre. Il y avait ce matin un atelier sur l'opportunité de la réglementation pour se transformer. On est complètement là-dedans. On a fait le choix avec Patrick de vous présenter un projet de norme qui est dans la suite des 12 normes de la CSRD, qui pour l'instant n'est pas adopté, qui ne le sera peut-être pas officiellement, mais en tout cas qui existe, qui est sous son format de projet. Et donc vous pouvez la charger en faisant le flashcode. C'est une norme volontaire qui a été conçue par les FRAG avec de nombreuses consultations et qui est une version ultra simplifiée de la CSRD appliquée, destinée à être appliquée et adoptée par les entreprises, les PME, donc Small and Middle Enterprise. On s'est dit que même si elle n'était pas aujourd'hui publiée, qu'elle risque peut-être d'avoir des délais dans ses publications, sûrement pas 2025, peut-être 2026, et peut-être on verra. Mais en tout cas, on la trouve intéressante en termes de référentiel et de logique d'action. D'autant plus qu'elle-même, cette norme qui est simplifiée, elle comprend 3 modules. Un module de base, un module narratif et un module partenaire. Donc selon où vous en êtes, ou selon ce que vous voulez mettre en œuvre et au rythme que vous voulez, vous pouvez le prendre avec 1, 2, 3 modules, vous faites votre marché en fait. On a fait le choix là de vous montrer uniquement le module de base qui en fait est juste recueillir 12 indicateurs qui correspondent en fait à tous les items de toutes les normes de la CSRD. Et ce module de base ne nécessite pas d'avoir déjà engagé une démarche RSE. Alors, quand on est au mouvement en Parc France, normalement, on a engagé quelque chose. Mais on peut l'avoir engagé d'un point de vue ciblé et pas nécessairement structuré. Or, notre sujet, en fait, c'est comment structurer votre démarche pour arriver à être plus efficace dans vos intentions. Écoutez, moi, voilà, je pense que j'ai fait une intro et on s'est dit que maintenant, il fallait des exemples du très concret, toujours très concret, avec Patrick qui nous donne 2 exemples d'entreprise. Merci Yolande. Alors la question maintenant, c'est comment on passe à l'action. Moi, la proposition que je vous fais, c'est d'utiliser en fait ce projet de norme volontaire comme point de départ. De toute façon, la CSRD, aujourd'hui, c'est une loi. Donc je veux dire en termes référentiels, on n'a pas quelque chose qui est au-dessus. Donc prenons ce qui nous est proposé par l'organisme qui a formalisé tout ça et lançons-nous là-dedans, sachant que la plupart des indicateurs sur le module de base, vous les avez déjà. Donc déjà, vous les rassemblez et vous commencez en fait à lancer quelque chose. Moi, l'expérience que j'ai sur les clients auprès desquels je l'ai déployé, c'est que ça a fait émerger très rapidement, Yolande parlait d'itération, c'est exactement ça. La difficulté sur ce type de démarche, c'est de se dire c'est trop lourd, ça ne me concerne pas, c'est que pour les gros, etc. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une loi, que vous soyez concerné ou pas. Donc, moi, la recommandation que je peux vous faire, c'est d'y aller. D'y aller, effectivement, avec les ressources dont vous disposez, donc le temps et l'argent. Là, vous avez des modules qui vous permettent d'y accéder, pour moi, assez facilement. Alors, évidemment, ce n'est pas hyper facile non plus, hein, le projet est très complexe. Par contre, sur le module de base, vous pouvez y aller vraiment. Prenez les indicateurs que vous avez. Donc, c'est très simple. Vous allez voir, est-ce que je dispose de cette info ou pas? Oui, non. Je l'ai, je la prends et je vois après ce que ça donne. Si on peut aller au slide suivant, là, j'ai 2 exemples d'entreprises qui ont mené cette démarche-là. Ouais. Ah, c'est là, pardon. OK. Donc, premier exemple, pardon. Entreprise dans le secteur de la construction. Donc, c'est une entreprise qui fait du coffrage à béton. Donc cette entreprise, elle a démarré en se disant ok, on va faire un bilan carbone. Bon, évidemment, on imagine les résultats. Hein. Par contre, ça lui a donné une idée de dire mais c'est pas possible, moi je peux pas rester là-dedans et je peux pas travailler que sur l'environnement. Donc ce qui a été fait, c'est qu'au vu des résultats qu'il a obtenus, ce qui a émergé, c'était de se dire il faut que je permette aussi à mes collaborateurs de travailler dans des meilleures conditions. Donc coffrage à béton, c'est du travail du bois. Hein. Donc pour ça, il a acheté en fait une machine à commande numérique
Et de là, en fait, est née une opportunité aussi de dire, d'ailleurs, je pourrais vendre autre chose puisque maintenant, j'ai une machine à commande numérique. Et donc, il diversifie en fait son offre de produits et de services. Donc, il est en train de faire évoluer en fait tout doucement, au vu des résultats du bilan carbone, des éléments sociaux et des éléments environnementaux, puisque c'était le bilan carbone, son modèle économique. Donc lui, clairement, le choix qu'il fait aujourd'hui, c'est de petit à petit, en fait, diminuer en fait la part de son chiffre d'affaires qui est réalisé sur le coffrage à béton pour le faire évoluer sur d'autres secteurs en prenant en compte les éléments sociaux et donc des conditions de travail meilleures pour ses collaborateurs. Deuxième exemple, entreprise de nettoyage automobile. Donc secteur évidemment en profonde mutation comme on le voit aujourd'hui. Donc là, l'enjeu pour l'entreprise, c'était comment je fais pour préserver mes emplois, mes collaborateurs. Là, le choix qui a été fait, c'est d'aller en fait sur ces sujets-là par le biais des compétences. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est évidemment, c'est quoi nos compétences individuelles? Bon, ça en général, c'est assez en place dans les structures. Et là, on est allé plus loin et on s'est questionné sur, mais en fait, qui sommes-nous? C'est quoi nos compétences collectives? Et de là a émergé, pareil, de nouveaux services en fait qui ont été proposés. Là, pour l'anecdote, en fait, c'est une entreprise d'insertion qui, il y a quelques années, en fait, cachait qu'elle était une entreprise d'insertion, tant elle avait des retours négatifs de la part de ses clients. Concrètement, ses clients lui disaient « Non, moi, je ne veux pas travailler avec une entreprise d'insertion parce qu'il n'y a que des voleurs, etc. » Donc, elle a tué, en fait, le fait qu'elle soit une entreprise d'insertion. Ça fait 15 ans que c'est une entreprise qui fait de l'insertion. Elle a développé un vrai savoir-faire. Moi, quand je suis allé dans cette entreprise, j'étais bluffé par le fait qu'à aucun moment, l'insertion, en fait, n'était un problème pour eux. Et donc aujourd'hui, concrètement, ils accompagnent d'autres organisations dans le développement de l'insertion. Donc ces deux exemples pour vous montrer qu'en partant d'où on en est et en faisant des itérations multiples, petit à petit, on ne change pas de modèle économique du jour au lendemain. Par contre, on saisit de véritables opportunités. Merci Patrick. Donc là, si je résume, à ce stade, dans une phase 1, la CSRD, elle concerne des entreprises de plus de 250 collaborateurs qui vont devoir faire leur reporting dès 2025. Donc ça ne concerne pas les entreprises, ça ne concerne pas les TPE-PME à ce stade. Par contre, il y a tout intérêt à se mettre en mouvement parce que, comme les grandes entreprises vont devoir intégrer des données dans leur rapport, elles vont forcément poser les questions à leurs fournisseurs, à leurs prestataires. Donc en gros, si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à fournir ces données, mécaniquement, à un moment donné, la question va se poser. Est-ce que ces entreprises vont continuer à travailler avec vous ou pas? J'ai bien résumé? Magnifique, c'est que j'ai compris. Deuxième chose, vous avez recommandé, plutôt que de s'intéresser à la CSRD, peut-être de s'inspirer de la norme volontaire. C'est bien ça? Oui. Donc la norme volontaire qui était en téléchargement, voilà. Donc 2 premières étapes, on en est là. On va prendre un petit temps d'échange, puisque le but, ce n'est pas de faire une conférence descendante, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont déjà en mouvement vers ces transformations? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à s'inspirer, soit de la CSRD, soit de la norme volontaire, pour être en mouvement sur ces sujets? Ou est-ce qu'il y a des questions, tout simplement, sur ce qui vient d'être dit? Oui. On va vous donner un micro pour la captation. Merci. Je vais me lever, comme ça sera plus simple. Bonjour, Jérôme Berdiel. Je suis dirigeant d'une start-up qui s'appelle ABCSR et qui donc a des méthodes de calcul pour faire des indicateurs de performance RSE. Je connais un peu le sujet et j'ai 10 ans de CJD derrière moi, même si je suis parti depuis longtemps. Simplement, vous me dites que la norme volontaire, visiblement, ne sera pas votée en fin d'année. Moi, j'avais compris qu'elle devait l'être. Je sais que sur le Green Deal, il y a quelques reculades, on va dire, au niveau européen, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus déjà là-dessus. Deuxième point, j'apporterai une petite nuance, si vous permettez, à vos propos. Je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, les sociétés de plus de 150 salariés sont dans nos obligations. À terme, c'est 11 000 entreprises en France, d'après ce que je sais. Donc on a la masse qui aujourd'hui n'est pas concernée directement, mais qui va l'être, comme vous l'avez dit, par effet de ruissellement. Le vrai sujet, c'est comment on démocratise vraiment l'accès à la RSE. C'est ça le vrai sujet. Et je pense que j'aimerais vraiment vous écouter là-dessus. Merci. Excellente remarque, puisqu'on va y venir dans un deuxième temps. Mais on en reparlera tout à l'heure. Par contre, première question. Je peux déjà donner plus de précisions sur cette norme qui sort pas.
La consultation de la version projet a été faite en janvier 2024 jusqu'en mai 2024 et juin, il y a eu une clôture sur le sujet avec les FRAG. Leur conclusion, c'est on a peur d'effrayer, on a peur de faire peur. Les normes CSRD sont sorties déjà il y a peu. Ça fait du remous dans les entreprises concernées, malgré tout le lobbying qu'il y a pu y avoir, etc. Et donc on ne veut pas effrayer, ça nous paraît trop tôt. Et peut-être que, tout en sachant que cette norme était volontaire, non contraignante, etc. Mais l'inquiétude était que on se dise oui, elle sort là et après elle sera contraignante. Donc c'est un peu ça le raisonnement. Donc c'est pas une reculade, c'est plutôt une mesure de prudence. Et tu me corriges si je me trompe, moi je ne suis pas un spécialiste de la CSRD, hein. Je suis l'animateur et le timekeeper de cet atelier. L'idée, c'est de s'inspirer de ce qu'il y a dans la norme. C'est juste, la norme, elle a été réfléchie, donc il y a dedans des choses qui tiennent la route, évidemment, puisqu'il y a tout un travail derrière. Et du coup, l'idée, c'est juste de s'inspirer de cette norme. Qu'elle sorte ou pas, peu importe, le travail il a été fait, les critères qui sont dans la norme, on peut se baser dessus pour commencer le travail. Est-ce que j'ai bien résumé ? Et je peux faire un premier début de réponse à la deuxième partie de question, tout en vous laissant compléter, mais pour être en lien avec le sujet qui était à l'ordre du jour. En fait, c'est une nouvelle grammaire. Ce qui est proposé, c'est une nouvelle grammaire. Et donc l'idée, c'est que même les entreprises qui ne sont pas dans le périmètre juridique de cette nouvelle réglementation sachent les règles de syntaxe et d'accord et voilà, l'idée, c'est ça, sans en faire une montagne, parce que d'autant plus les PME qui ne sont pas dans le périmètre n'auront pas toutes les questions de technicité auxquelles les entreprises concernées doivent faire face, avec un rapport audité, etc., une mise en responsabilité du représentant légal. Enfin, il y a tout le dispositif pour bien contraindre. Démocratiser la RSE, ça ne se fait pas que par une seule entrée. Et pour moi, c'est quand même... alors, il y a notre deuxième partie d'intervention, mais sur le sujet de la CSRD, pour moi, il y a, oui, démocratiser la RSE, mais il y a aussi faire en sorte que des ETI, au moins, je pense que les grands groupes ont au moins une démarche de RSE, mais j'ai en tête une statistique, on a encore à peu près une trentaine de pourcents, 25% d'entreprises de taille non négligeable qui n'ont pas engagé la RSE. Donc est-ce que ça relève de la démocratisation ou pas? Je ne sais pas. En fonction des cultures d'entreprise et en fonction des enjeux économiques, ça va être ça le sujet pour démocratiser la RSE, sachant que d'autres courants encore disent la RSE pourrait être dépassée. Donc voilà, j'aurais plus envie de parler des sujets de fond. Merci Yolande. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Est-ce qu'on peut faire passer le micro devant peut-être, au premier rang, et puis on ira derrière après. Merci. Merci. Bonjour, moi je suis Anne-Laure Marin, je suis gérante d'une agence qui s'appelle l'Agence Initiale, qui est labellisée Bicorp depuis 2022. Et en fait, je m'interroge vraiment sur le rapport CSRD et Bicorp. Parce que quand je me suis lancée dans la labellisation, c'était justement parce qu'il y avait un vide juridique et que j'avais envie de me conformer à un cadre qui n'existait pas à ce moment-là, ou alors qui n'était pas assez poussé. Et donc, je l'ai vraiment pris comme tel. Et quand cette norme est arrivée, je me suis dit, tiens, est-ce qu'en fait, elle ne prend pas le pas sûr, puisque à terme, on est censé tous se conformer? Qu'est-ce que je dois dire aux gens autour de moi pour dire non, mais en fait, ça vaut encore le coup de passer Bicorp, parce que c'est quand même bien si finalement ça devient la loi. Parce qu'il y a un progrès en soi. Alors, je continue à prendre la parole, mais oui, ça vaut largement la peine, parce qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Il y a une chose qu'on n'a pas dit à propos de la CSRD, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont normées dans la façon dont on rend compte, mais la façon dont on fait, la stratégie, les modalités d'action, elles sont complètement libres. Et c'est là-dessus où vous avez de la marge de manœuvre. Être labellisé Bicorp, par exemple, ou un autre label ou autre, va vous soutenir, vous, dans votre démarche structurée,
Et puis va aussi donner la visibilité que vous souhaitez en soutien par les éléments de réassurance, etc. On n'est pas du tout sur le même registre. Qu'est-ce qu'est du marketing ? En fait, pour moi, ni l'un ni l'autre n'est du marketing au sens péjoratif du terme. Mais l'exigence du référentiel, c'est ça ? Ouais. À quel niveau le questionnaire Bicorp est applicable à la norme CSRD en fait ? Quel est le parallèle qu'on peut faire, c'est ça, en quelque sorte ? Alors, tu arrives à répondre à ça ? Sinon, on peut... Je ne suis pas une spécialiste de Bicorp, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Justement, j'allais proposer à Thomas de répondre. Mais si Thomas est là, en effet, autant que les bonnes personnes répondent. Je pense que vous êtes au bon endroit au bon moment. Là. Oiseau de bon augure, Thomas, coprésident de Bicorp France. Bonjour à tous. J'avais pas vu la barbe présente. Donc Oui, pardon, je dépasse par le dessous, pas par le haut. C'est mon inconvénient. Alors, il se trouve, je commence par un moment promo, c'est qu'à 17h, on fait une conf pour détailler ça, donc je vais peut-être pas le faire tout de suite pour pas hacker votre propre déroulé. On n'a plus le temps, effectivement. On n'a plus le temps. Voilà, donc, du coup, je fais très court. Venez à 17h. on va creuser un peu ce point-là. Il est évident que compte tenu du travail qui est engagé depuis 3 ans pour revoir les standards, avec plus de, je crois, 17 000 feedbacks qui ont été faits et la considération notamment de la CSRD, il y aura un alignement progressif de tout ça. Et donc les nouveaux standards amèneront de la matière, notamment des indicateurs qui seront cohérents et utiles à renseigner la CSRD. Voilà, j'en dis pas plus, comme ça tu débordes pas trop, monsieur. Merci beaucoup Thomas, merci, c'est adorable. On avait une dernière question, on a encore des questions, on aura encore un temps de questions après. Je vous propose, avant qu'on prenne vos questions, qu'on passe sur un format un peu plus pratique. Justement, maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les préconisations du CJD et de ses partenaires pour se mettre en mouvement ? On te laisse commencer, Alexandre. Oui, merci. Merci. Alors, déjà, donc, comme il était mentionné, je co-dirige la chaire comptabilité écologique, mais j'ai eu le plaisir aussi de co-créer le CERCES, qui est le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, qui travaille de plus en plus en collaboration avec le CJD, et qui a lui-même fondé en fait un institut de formation dédié donc à la comptabilité et à la gestion soutenable. Donc en fait, on est en train de mettre en place un écosystème global entre recherche, application professionnelle, plaidoyer actif et formation autour des sujets de la comptabilité écologique sur des bases qui sont des bases, comme je le disais, il y a un certain nombre de controverses, qui sont des bases alignées sur la science, premièrement, et deuxièmement, alignées sur une vraie vision managériale, c'est-à-dire on n'est pas dans une vision actionnariale, mais vraiment dans une vision managériale, comment on transforme l'organisation en tant que telle, hein, et avec un projet collectif d'êtres humains ensemble. Alors dans ce cadre-là, si on peut passer à la diapositive suivante, dans ce cadre-là, il y a un projet phare dans cet univers, dans cet écosystème, qui est le projet CARE. Donc CARE, ça signifie, alors l'acronyme, désolé, était sur la diapositive d'avant, mais peu importe, Comprehensive Accounting and Respect of Ecology, donc comptabilité intégrative dans les respects justement des sciences écologiques. Et je parle d'écologie dans son sens premier, c'est-à-dire qui articule à la fois des questions naturelles et des questions sociales. Malheureusement, l'écologie étant envoyée souvent à l'environnementalisme, ce qui est en soi faux et un problème. Mais donc on parle bien de cette articulation nature-culture. Et alors, donc ce projet global, c'est en fait une modélisation de comment on peut réaligner les normes comptables et donc la grammaire, comme c'est dit, le langage des entreprises sur des bases de ce qu'on appelle la soutenabilité forte de A à Z, c'est-à-dire vraiment aller au bout de l'exercice et savoir comment on en tire justement des perspectives opérationnelles. Alors dans ce cadre-là, comme je disais, donc il y a une articulation entre recherche, débat de société et je vais revenir justement sur la CSRD et les opérationnalisations. Autour de CARE, il y a des personnes qui sont formées, qui s'appellent les habilités CARE, qui sont donc formées à mettre en place CARE concrètement dans les entreprises. On a à peu près une trentaine d'entreprises qui sont passées à CARE. Et CARE donc, constitue vraiment leur base de gestion, de la même façon qu'on a la comptabilité comme base de gestion, du contrôle de gestion, de la direction financière et en fait de toutes les fonctions d'entreprise. C'est vraiment
un peu la colonne vertébrale sur laquelle se clipsent en fait les différentes fonctions et compétences de l'entreprise. On peut passer à la diapositive d'après. Alors d'après. Voilà. Alors très rapidement, pour comprendre en fait globalement comment fonctionne CARE, l'idée c'est d'avoir un phasage justement pour partir d'une stratégie on a des nouvelles problématiques, donc sociales et environnementales, qui doivent être prises en compte avec les problématiques financières, les problématiques managériales. Comment on décompose en étant systématiquement raccord avec la science et raccord avec le fonctionnement fondamental des entreprises. C'est-à-dire qu'on ne va pas en fait inventer une nouvelle entreprise qui viendrait de on ne sait où. Donc ce phasage en fait passe déjà par justement une mise à plat du modèle de l'organisation, en fait comment on fonctionne, et une mise à plat en fait de ce qu'on va appeler les capitaux naturels et les capitaux sociaux. Et sur cette base-là, il va y avoir une intégration progressive dans le modèle d'affaires, c'est la phase 2, je ne vais pas tout détailler, pour arriver en fait derrière à une mise en adéquation, une mise en concordance avec les données financières sur la base en fait des dépenses de protection, de préservation, pour arriver derrière à pouvoir publier des bilans, des comptes de résultats et toute une comptabilité totalement intégrée et reformuler en fait une analyse des performances qui permet en fait justement de converger vers la notion de performance globale. Alors sur ces bases-là, là où j'en arrivais par rapport à CSRD, diapositive suivante, c'est ce point-là. En fait, il y a un gros travail en cours au niveau du CERCES en partenariat avec la chaire et l'ICGS d'articulation entre CSRD et CARE. Parce que en fait, les bases, les hypothèses sur lesquelles se fonde CSRD sont précisément celles sur lesquelles on travaille avec CARE historiquement. Ce n'est pas un hasard, parce que c'est les mêmes orientations en disant on veut aligner la science avec un modèle managérial et pas simplement actionnarial. À partir de là, l'intérêt de CARE, c'est que là où CSRD en fait, est décomposé en thématiques, qui peuvent parfois paraître un peu complexes, c'est-à-dire un peu éclatées. C'est-à-dire on a d'un côté le climat, on a la biodiversité, on a telle ou telle problématique sociale, etc. etc. La modélisation qui est derrière CARE permet en fait d'avoir une logique globale intégrative et du coup de simplifier la façon de rentrer dans CSRD. C'est ça en fait qui est mis en perspective. C'est que par en fait, le travail autour de CARE, vous avez une façon de comprendre la stratégie de la RSE, pour le dire de façon très très simple. Et cette stratégie-là permet après d'aborder de la même façon toutes les thématiques avec les mêmes angles d'attaque. Et cela de façon conforme avec la façon dont fonctionne le contrôle de gestion et dont fonctionnent les directions financières, s'il y en a, en tout cas la comptabilité telle qu'elle se fait. Et donc d'avoir vraiment une logique intégrative opérationnelle. Donc là où on a en fait plusieurs thématiques qui sont un peu dispatchées, qui peuvent donc favoriser cet effet de complexité. Le travail qui est en cours, qui va donc donner lieu à des rapports qu'on va bientôt sortir, à des formations qui vont aller avec, c'est justement de rassembler ça à partir de tous les travaux qui ont été faits depuis 10 ans au niveau de la chaire, au niveau du CERCES, pour en donner en fait vraiment la substantifique moelle et une ligne de modélisation et d'opérationnalisation, y compris avec des logiciels qui vont derrière, pour savoir comment tenir ça dans un seul tenant et avec une logique globale de compréhension et d'articulation de ce qui se passe dans CSRD. Donc voilà un premier outil donc, qui est à disposition des entreprises. Merci Alexandre. On va passer sur les outils du CJD que vont nous présenter Yolande et Patrick. On est en train d'exploser le temps et il faut qu'on quitte la salle à 55. Donc je compte sur ton dynamisme pour nous présenter ça en 2 temps 3 mouvements. Donc je suis missionnée pour présenter la performance globale qui est développée au CJD depuis plus de 20 ans, 2002. C'est ça, donc ça fait 22 ans. Depuis 2002, on en est à la 3e version. La version précédente était un bouquin et un fichier Excel. À l'époque à laquelle on vit, c'est plus tellement en phase avec nos modes de fonctionnement. Donc il y a eu une révision du format de
la performance globale au sein du CJD depuis 3 ans avec, vous le voyez, on est plus sur du narratif, hein, on parle de nouveaux récits, etc. Donc on s'est mis dans cet axe-là, et avec une plateforme informatique dans laquelle on alimente au jour le jour diverses ressources sur divers sujets, des ressources extérieures au CJD ou propres au CJD. La performance globale en soi est conçue au Centre des jeunes dirigeants comme étant mettre la RSE au cœur de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est une forme de démocratisation de la RSE. Vous avez ici la raison d'être du Centre des jeunes dirigeants, se transformer soi pour bâtir une entreprise responsable, durable, agréable et agir pour inspirer. Et en fait, vous voyez ici par des codes couleurs 3 grands axes de travail. Le premier en jaune, c'est me connaître. Donc moi, ma posture, moi en tant que dirigeant, parce que souvent le dirigeant, la gouvernance peuvent être les moteurs, mais aussi les freins. Donc savoir se connaître et savoir où j'ai mes opportunités. Travailler la gouvernance. Et puis ensuite, en code bleu, vous avez comprendre les enjeux pour définir une stratégie responsable. Donc on est notamment dans ce sujet-là aujourd'hui, avec des sujets d'intégration sociale et environnementale, donc comprendre les enjeux en 360. Ceci fera la liaison avec les propos de Patrick, c'est intégrer les nouveaux modèles économiques et bien évidemment garder sa performance économique. Et puis enfin en vert, on a comment je mets en œuvre mes pratiques responsables sur tous les axes, achat, vente, communication, RH, etc. Donc concrètement au CJD, nous avons une commission, donc c'est des réunions de travail en groupe de 8 à 12 dirigeants qui se retrouvent tout le long de l'année et qui échangent ensemble sur la mise en œuvre dans leur entreprise de cette démarche-là. Super, merci Yolande. Donc la performance globale, premier outil CJD. Patrick, je te laisse la parole. Deuxième outil CJD, c'est les nouveaux modèles économiques. Donc une fois qu'on a fait la performance globale, c'est pas celui-là. On l'a pas NME. Bon, c'est pas grave. Alors, nouveau modèle économique, en fait, c'est l'étape d'après, c'est comment maintenant je vais un peu plus loin dans ce que j'ai fait et je passe concrètement à l'action. Là, on a le dernier sorti qui s'appelle Galilée. Donc, le principe de Galilée, c'est je te donne de l'information pour que tu transformes ta façon de voir le monde et donc que tu transformes ton entreprise. D'accord, je redis, je te donne de l'information, c'est comme la CSRD. Je t'oblige à remonter de l'information pour changer ta vision du monde, pour que tu changes ton modèle économique. Et là, c'est un accompagnement pratique de comment procéder. Le constat qu'on peut faire, c'est que quand on le fait seul, c'est très compliqué. Donc l'idée, c'est de le faire à plusieurs et avec des professions qui soient assez différentes aussi pour se challenger. Parce que quand on est dans une profession, on se dit « Ah ben non, ça chez moi, c'est pas possible ». C'est pas possible, réglementairement ça n'existe pas, moi je peux pas le faire, etc. Et là vous avez un JD en face qui vous dit mais pourquoi tu fais pas ça? Et en fait vous vous êtes jamais posé la question, quoi. Parce que pour vous réglementairement ou dans vos habitudes c'est hors système, quoi. Ça n'existe pas. Et là quand il vous pose la question, mais vous vous retrouvez un peu bête en disant, évidemment au début on lui dit non mais c'est pas possible, laisse tomber, ça marche pas. Et puis quand ils sont un peu tenaces les JD, ils vous disent mais si vas-y, il y va et au final on se rend compte qu'on peut faire plein de choses. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, on est un peu court à timing, mais c'est des super parcours. Le parcours Galilée va être diffusé plus largement aussi, il n'est pas que pour le CJD, je te laisse reprendre la parole dessus. Merci beaucoup Patrick. Donc là vous avez vu un outil CARE, en tout cas on peut appeler ça un outil, un modèle, modélisation CARE. On a parlé aussi brièvement de la performance globale. On a parlé de performance globale qui est un des fondements sur lesquels on s'appuie au CJD, qui donne lieu à des commissions de travail. Performance globale, on a une commission de travail aussi sur l'entreprise à mission, commission de travail sur les nouveaux modèles économiques. Ça fait déjà quelques outils. Le parcours Galilée, qui est un parcours d'accompagnement plutôt long, effectivement, qui va sortir vraisemblablement, on l'espère peut-être, à un moment donné du contexte CJD, puisque ce n'est pas juste un projet CJD, hein. On est en partenariat, on peut en parler, ouais, on est en partenariat avec l'ADEME. Je ne sais pas si je vais vérifier avant de dire des bêtises. On est en partenariat avec l'ADEME sur ce projet, donc l'idée c'est qu'à un moment donné il diffuse, il rayonne un peu en dehors de l'écosystème CJD. Donc voilà, ça vous fait quelques outils. Alors on est pris par le temps, on va prendre encore quelques questions. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de ce temps d'échange,
on sera encore présent juste à l'entrée de la salle. Si vous voulez poursuivre les échanges, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, on sera encore présent devant la salle pour répondre à vos questions. On peut en prendre une ou deux avant de conclure. Bonjour et merci. Thomas Pietre, je suis le fondateur d'une agence de com qui s'appelle Common Light, une organisation de l'ESS qui ne travaille que pour des organisations engagées depuis 2005 et accessoirement JD depuis pas mal d'années. Une des critiques qu'on peut faire à la RSE, c'est, me semble-t-il, le fait qu'elle n'interroge pas vraiment l'utilité du cœur d'activité de l'organisation. Elle ne vous dit pas il ne faut pas forer en Arctique, elle vous dira avez-vous pensé à dialoguer avec les Inuits. Et je me demande si, enfin, et tout ça, de fait, lorsqu'on regarde les grands scandales éthiques des dernières années, Total Energy, Volkswagen, BNP Paribas, sont des entreprises qui, d'un point de vue des critères ESG, sont plutôt bien notées. Et donc, je m'interroge sur est-ce que la CSRD va interroger l'utilité du cœur de métier des organisations. Et par exemple, quand vous dites « pour être conforme à la science », est-ce que ça veut dire qu'une boîte comme Total Energy aura demain l'interdiction de continuer à forer en Arctique parce que le GIEC et même l'AIEA, et ce n'est pas des écolos convaincus, disent très clairement qu'il ne faut pas investir 1 euro dans les énergies fossiles. Et chaque année, Total Energy en investit 15 milliards d'euros. Et donc, est-ce qu'elle sera soumise à cette interdiction, contrairement à l'ISO 26000, qui n'est pas certifiable, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de non-conformité, et donc il n'y a pas de ligne rouge. Et donc, c'est la seule norme ISO qui, elle, n'est pas certifiable. Voilà. Alors, réponse très très rapide. On va dire plutôt oui. Maintenant... Non, en fait, plutôt oui, parce que... et pourquoi je dis plutôt? Parce que, comme ça a été rappelé, c'est pas pour rien que CSRD fait autant de remous. C'est que ça tape là où ça fait mal. Et on commence à rentrer dans le dur. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'opposition. Sur la question climatique, en fait, il y a une obligation, non pas de faire un simple bilan carbone, mais de faire un budget carbone. C'est-à-dire de savoir, en fait, où est-ce qu'on en est sur... une norme en fait par rapport au respect à l'accord de Paris. Il faut savoir qu'actuellement les budgets carbone sont surtout faits par des sociétés comme SBTI, comme l'ONG SBTI, qui a refusé de faire un budget carbone pour Total et un certain nombre de compagnies de gaz et de pétrole. Ce qui pose du coup un énorme problème à des entreprises comme Total, parce que pour se mettre en conformité avec CSRD, ils vont devoir faire en fait leur propre cuisine. Et là on arrive sur un point essentiel, c'est la question de l'audit et des sanctions. Et là, l'Union européenne, pour l'instant, était alignée sur l'idée d'avoir un audit très exigeant, aligné sur l'audit financier et avoir des sanctions qui vont monter en puissance. Alors c'est là où, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le Green Deal est essentiel, CSRD est essentiel, mais il faut que derrière, il y ait aussi une mise en tension citoyenne pour qu'on ne lâche pas sur ces questions-là. Et donc c'est pour ça que je dis plutôt oui, la structure est là, mais le plutôt, c'est qu'est-ce qu'on en fera en fait. Je vous propose, on est à court de temps, je vous propose de conclure ces échanges. On pourra continuer tout à l'heure effectivement devant la salle. Donc vous avez compris qu'on était là pour parler des modèles de transformation, de parler de transformation des modèles plutôt. La CSRD, c'est l'une des approches possibles. Il y en a d'autres, ce n'est pas la seule. Et au CJD, c'est l'un des axes majeurs du projet de mandat des 2 ans à venir. Donc si ce sujet des transformations des modèles et des entreprises vous intéressent, moi je vous invite à nous suivre sur notre page LinkedIn ou à poser directement une question à influence@cjd.net qui pourra relayer votre demande. Si vous voulez continuer les échanges, on sera dans la salle. Et voilà, moi je vous remercie pour votre écoute. Merci Yolande, merci Patrick, merci Alexandre de votre présence et du temps que vous avez accordé au CJD. Merci.